Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve ici pour le dernier webinaire de ce mois thématique sur l'IoT. Aujourd'hui, on va parler des opportunités futures autour de l'IoT et du BIM pour les architectes. Aujourd'hui, je suis accompagné, comme d'habitude, de Simon Maladry, de l'Infopôle, dans le projet Construction du futur. On est ensemble pour accompagner justement le monde de la construction à se digitaliser. J'ai à côté de moi Lotfi Guédria, membre du CETIC, qui était déjà présent sur les autres webinaires. On a François Denis de Buildwise, pardon, et on a Arnaud Franc de B Solutions aujourd'hui pour parler un peu de toutes ces thématiques, donc IoT et BIM. Déjà, bonjour à tous. Je pense qu'il y a quand même pas mal à dire à ce niveau-là. Voilà. François est aussi avec nous dans le projet Construction du futur. Vraiment, ça, on le répète à chaque webinaire, c'est vraiment la Wallonie pardon, pour objectif de vraiment de digitaliser le monde de la construction de manière générale, avec plus de spécificité pardon, architecte pour ma part. Et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de Construction du futur avec tous les partenaires que vous pourrez retrouver là, présents comme d'habitude. On peut peut-être commencer par refaire un petit récapitulatif sur tout ce qu'on a dit dans ces webinaires autour de l'IoT. Je ne sais pas si Lotfi, tu veux prendre la parole à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Au niveau de cette série de webinaires, on a commencé la première fois par donner une introduction à l'IoT au sens large. On a bien, précisé qu'est-ce qu'un système IoT en général et en particulier dans le domaine de la construction. On peut en fait avoir dans un système IoT, on part des éléments du terrain jusqu'aux éléments plutôt informatiques et données qui exploitent les données fournies par l'IoT. Alors, petit rappel, de quoi s'agit-il l'IoT, c'est les objets du terrain, qui sont capables de fournir des données ou d'agir comme actionneurs sur le terrain. Dans le cadre de la construction, on peut avoir une multitude de devices. Certains sont plutôt d'ordre technique, d'autres qui peuvent servir au confort des occupants de bâtiments, d'autres éléments qui sont plutôt des actionneurs ou des contrôleurs pour la partie énergétique. Alors, dans le cadre d'un système IoT, on est souvent multicouche, c'est-à-dire on a les éléments du terrain, puis des contrôleurs qui peuvent agir sur ces éléments du terrain, et puis des concentrateurs ou plus largement ce qu'on appelle des gateways, des passerelles de données qui vont compiler l'information et la restituer à des applicatifs. Et les applicatifs, on en a plusieurs applicatifs. Le monitoring classiquement, mais de plus en plus des systèmes qui servent à l'analyse de données. Et aujourd'hui, on va parler plutôt des systèmes comme le BIM ou la modélisation qui peuvent aussi exploiter ces données IoT en mode interactif. Voilà rapidement donc un rappel de ce qu'on a exploré comme possibilités et opportunités autour de l'IoT pour la construction. Voilà. Donc, on va dire que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on parle à la fois d'IoT et de BIM. C'est deux choses qui sont relativement liées dans la construction, en tout cas. Tout à fait. On a voulu ici, sur le dernier webinaire de la série, avoir une certaine convergence. En fait, l'IoT n'est pas spécifique à la construction. C'est un outil qui rentre dans la galaxie digitale dans le domaine de la construction, mais elle n'est pas spécifique. C'est un outil transversal qui est utilisé aussi en industrie, dans d'autres domaines d'application. Le BIM est quelque chose de spécifique à la construction. On a voulu voir en fait quel est le potentiel commun en fait, entre des outils connus dans le monde de la construction et des outils qui vont apporter de la valeur à ce domaine. Ok. On peut peut-être voir avec Arnaud justement de voir justement
ce BIM, qu'est-ce que ça veut dire, en tout cas dans la construction déjà, qu'est-ce que BIM veut dire, par exemple? Oui, ben, le BIM, il devient de plus en plus connu dans le monde de la construction. Donc, si on fait un petit rappel, je veux dire que tout est basé sur une modélisation 3D. Ici, on voit à l'écran la modélisation justement du bâtiment, nouveau bâtiment de démonstration de la construction digitale belge qui est chez Buildwise Mmh. avec François qui est à côté de moi. Donc c'est un bâtiment que B Solutions a eu la chance d'étudier en termes de techniques spéciales, stabilité. Et moi j'ai pu faire le suivi BIM vraiment du début du projet jusqu'à la fin, jusqu'à la réception. Donc Déjà dans voilà, la phase de préparation tout justement, à fait. Donc c'était ça l'avantage aussi de travailler avec Buildwise, c'est qu'on a pu travailler vraiment dès le début pour tout bien programmer et puis aller jusqu'à la réception définitive du modèle pour son utilisation après construction. et ça vous avez travaillé ça avec, un bureau d'architecture qui a designé le bâtiment, on va dire, et en collaboration avec vous qui avez fait tout ce qui est technique spéciale, etc. Oui, c'est ça. Ben donc, le but du BIM, c'est que chacun modélise sa partie. Donc, disons que s'il y a un modèle de stabilité, un modèle justement de ventilation avec toutes les gaines, etc., ben, qu'on étudie ça proprement, je vais dire, dans la Mmh. 3D avant de bâtir. Le but, c'est d'éviter les soucis en les résolvant sur son ordinateur dans le modèle plutôt que sur chantier. Donc ça peut aussi faire gagner du temps. Ici, on voit dans l'image à droite aussi au niveau des percements des poutres au-dessus que tout a été étudié. Donc ça a permis de préfabriquer. Donc par exemple, ce bâtiment, il a été construit assez rapidement en termes de gros œuvres. Donc voilà ces différentes efficacités qui sont faites. Ça, c'est en termes de 3D. Ensuite, il y a toutes des informations qu'on peut lier aux différents éléments, parce que c'est vraiment une construction, je veux dire, pas à l'ancienne sur AutoCAD où on dessinait des lignes. Ici, on utilise vraiment Mmh. des objets. Et donc, on peut mettre des informations sur ces objets, que ce soit les résistances au feu, toutes des données qui sont utiles pour la construction, mais aussi des données pour préparer l'utilisation du modèle à son utilisation en exploitation, parce que c'est là qu'on utilise principalement des capteurs et tout ce qui est du monde IoT. Et on peut aussi lier toutes sortes de documents à ça, des fiches techniques, etc. On va dire que auparavant, c'était plus des documents qui étaient sur papier, à côté, du projet dans une farm, on va dire. Maintenant, toutes les informations sont réunies, dans un seul et même, C'est clairement un des buts, c'est de digitaliser ce dossier as-built euh, de manière à ce que justement ça traîne pas dans une farde, mmh. dans une armoire, dans un bâtiment, mais que ça puisse évoluer à travers le temps. Et pour ça, justement, des solutions aussi dans un des projets de construction du futur, justement pour aider à améliorer justement cette digitalisation d'un dossier as-built, principalement aussi pour faciliter cette mise en œuvre du côté des entrepreneurs vraiment orientés pour le marché de la construction. OK. On peut peut-être parler justement des éléments, et les propositions, de valeur en termes d'architecture même. Je ne sais pas si Arnaud, au niveau du jumeau, numérique, par exemple, si, Ben donc, il y a différentes applications. Ce que je disais en termes d'information ici par rapport au modèle BIM, quand on m'a entendu parler, c'est très statique, c'est-à-dire que c'est des informations qu'on rentre dans le modèle, mmh. puis on peut les modifier ponctuellement. Ici, une des interactions entre tout ce qui peut être capté et le modèle BIM, c'est de faire vivre ce modèle qui soit dynamique et donc de pouvoir réimporter ces données, éventuellement en temps réel, dans le modèle BIM pour justement le rendre dynamique pour son utilisation en exploitation, pour pas que ce soit une image figée, mais qui vive réellement. Et donc, le modèle BIM peut tout à fait servir de support à la visualisation de toutes ces données. Je pense que François aura quelques exemples également pour montrer tout Quand ça. tu dis, donc en temps réel, tu aurais un exemple de Moi, j'ai déjà vu quelques exemples, oui. C'est pas encore très répandu sur le marché, donc c'est pour ça que François peut plus en parler parce qu'il a fait des projets de développement là-dessus. Mais moi, j'ai déjà vu sur des projets de manière concrète la visualisation de la température des locaux. Bon, là, c'était plutôt orienté pour une utilisation de bureau. Et donc, on pouvait voir en temps réel la température, voir pourquoi certains étages, il faisait plus froid, etc. Et on peut lier ça à de la présence, par exemple, pour essayer d'optimiser. une gestion
énergétique du Ouais. bâtiment. Justement, Oui, Jean. l'idée ici, c'était d'explorer en fait les synergies entre IoT et BIM. On propose effectivement de les aborder sous différents angles, donc l'angle de l'efficacité énergétique et du pilotage du bâtiment. Un angle plus générique qui est le monitoring, mais pas le monitoring, je veux dire, instantané, mais dans le cycle de vie du bâtiment. Tu peux rappeler ce que veut dire monitoring? Monitoring, c'est la surveillance d'éléments de mesure dans le bâtiment qui servent la phase en cours, donc pendant la construction, pendant l'exploitation du bâtiment. Et puis pour gérer, pour alimenter un service, par exemple, de facility management derrière, donc comment on gère la vie du bâtiment et l'exploitation du bâtiment. Alors, ça concerne à la fois la partie technique et la partie opérationnelle. La partie technique concernant les installations, leur maintenance, leur état de santé, leurs paramètres de fonctionnement, et puis derrière l'aspect opérationnel, comment on utilise les bâtiments, confort utilisateur, etc. Le troisième point sur lequel on voulait aborder cet aspect synergétique, c'est l'amélioration des modèles de simulation de bâtiments. Comme Arnaud l'avait dit, c'était à la base le BIM, une modélisation en 3D, qui s'enrichit avec les données de l'IoT, des données, et il y a de plus en plus une volonté d'exploiter le modèle BIM pendant toutes les phases du bâtiment, pas que à la conception, par exemple. Et puis, un aspect plus cycle de vie du bâtiment, sur l'aspect circularité, il y a de plus en plus de tendance ces derniers temps à utiliser des matériaux durables, etc. Et donc, comment l'IoT peut contribuer à la gestion de ce patrimoine avec ces caractéristiques-là. Donc encore une fois, il y a plusieurs couches, on va dire, justement. On partait d'un bâtiment au début qui était juste une visualisation 3D. Ensuite, on a rentré justement ces informations essentielles de fiches techniques et d'informations sur les matériaux de conception. Donc c'est à chaque fois des strates, on va dire, qui se rajoutent pour enrichir. Tout à fait, oui. Donc, on parlait ici du potentiel. Il y a aussi un challenge à intégrer tous ces éléments ensemble. Il y a une complexité croissante en technosystème, et l'idée, c'est de voir quels sont comment on peut exploiter ces outils-là de manière optimale. Je pense qu'on peut passer peut-être à quelques illustrations sur ces volets-là. Voilà, donc, ici, c'est principalement une introduction au monitoring. J'avais présenté ça, je pense, dans un webinaire passé. Le monitoring, c'est simplement avoir la chaîne d'outils qui va ramener les données des éléments du terrain sous forme visualisation. La visualisation elle-même, elle a un aspect que, on a une vue sur le système en ce qu'on appelle en white box, en boîte blanche. Donc, on voit qu'est-ce qui se passe réellement. Ce qui n'est pas le cas, en fait, historiquement, ce n'était pas le cas. Donc, si les systèmes techniques du bâtiment, ils fonctionnent en black box, boîte noire, et il y a de la régulation qui est conçue et mise en place définitivement. Ici, ça permet de voir en fait comment le système réagit entre les commandes du système et les mesures sur le terrain. Certaines courbes, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais il y a des consignes qui font que on peut voir, par exemple, des anomalies de fonctionnement ou des non-optimalités. Par exemple, on a le chauffage à fond le week-end. Ça, on ne peut pas le savoir si on n'a pas un système de visualisation. Voilà, je passe la parole à… Typiquement, tu dis l'idée de l'IoT, c'est de remonter des données du terrain. Avant que l'IoT existe, c'était quelqu'un qui se déplaçait sur un chantier avec son bloc-notes et qui prenait des notes, par exemple. Aujourd'hui, en 2025, il y a d'autres choses, d'autres outils qu'on peut utiliser. Et typiquement, on peut utiliser des photographies ou des photos 360 degrés pour remonter des informations du terrain. Et donc, la vidéo qu'on voit ici, c'est justement une des photos de la chaufferie dans notre bâtiment à l'Inlet. Donc, normalement, ça peut être des vidéos, ça peut être des photos, et ensuite, c'est 360 degrés. Donc, ça veut dire qu'après coup, on peut refaire cette visite. Alors là, ici, ce n'est qu'une visite, comme on ferait une visite as-built ou autre. Mais l'intérêt, c'est qu'en mettant en commun ces données d'une visite comme celle-là, avec les données de capteurs, et là, c'est peut-être pour les
les vidéos suivantes que vous allez voir dans quelques instants. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre en parallèle les informations visuelles d'une photo et puis les informations d'un capteur. Et ça, on peut le faire de plusieurs façons. Donc, il y a d'abord un moyen très simple. Vous voyez ici qu'on est dans un bâtiment qui est en fait une petite maison à l'intérieur de notre Experience Center. Et en fait, on a modélisé ce bâtiment également en format IFC, hein, qui est un des formats standards de la modélisation BIM. Et puis, on y a placé des capteurs. Et ces capteurs, ils ont été également placés sur le modèle 3D. Donc, je propose qu'on passe éventuellement à la vidéo suivante. Et sur la vidéo suivante, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit la plateforme IoT sur laquelle on visualise le modèle 3D de cette maison qu'on vient de voir. Et en fait, il y a certains capteurs. Il y a un capteur au niveau de la porte sur le bas, par exemple. Il y a des capteurs d'humidité. Et on peut, en fait, en cliquant, aller directement chercher les données de ces capteurs, soit sur le fond de plan, soit sur le modèle 3D. Et on peut ensuite interagir avec les informations qui sont collectées. Donc là, on revient dans une interface de type que celle qui a été présentée par Lotfi. La suite de ça, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, parfois, on n'a pas de modèle BIM. Hein. L'idée, c'est d'avoir un jumeau numérique. On peut faire aussi des visites avec des scanners ou des caméras 360. Et puis, on va pouvoir mettre comme des petits post-it sur cette visite. Alors, ici, une visite spécifique IoT, c'est une démonstration qui a été faite dans le cadre d'apprentissage sur les normes PEB. Mais sur de l'IoT, ce serait la même logique, sauf qu'au lieu de mettre des liens vers des PDF ou vers des images ou des notes, on peut mettre un lien direct vers soit le type de capteur, soit les données techniques de l'appareillage, ou alors directement les valeurs de données du capteur, voire même des couleurs rouge ou vert, par exemple, si une valeur norme, au-dessus d'une norme est atteinte. Voilà. Et alors l'étape suivante, si on va dans la vidéo suivante, ce serait, si j'ai un modèle BIM, en fait, après, ce modèle, je peux l'utiliser comme base, exporter la 3D et puis connecter les capteurs avec cet outil de visualisation. Donc là, c'est un cas plutôt industriel. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Chaque point blanc ici, c'est des données de capteurs qui remontent. Et on voit en haut à droite que j'ai un petit message, attention, j'ai apparemment une température qui a été dépassée sur une des pompes. Et alors, l'outil me permet en fait d'interagir avec cet environnement. Je peux consulter les informations et puis on me propose une modification, par exemple, du débit d'une de ces pompes. Et en faisant cette modification, on voit que ça a d'autres changements ou d'autres informations sur d'autres éléments. Dans ce cas-ci, par exemple, il y a une consommation énergétique qui est supérieure, donc il va falloir, par exemple, remplir la cuve plus rapidement. Donc ça, évidemment, c'est un cas industriel, mais dans la construction, il y a un vrai enjeu. On parlait tout à l'heure du BIM. On ne va pas forcément utiliser l'outil de modélisation BIM directement, hein, mais l'idée, c'est d'utiliser la 3D et puis les données qui sont structurées derrière, comme Arnaud l'a expliqué. Ces données structurées, elles vont pouvoir servir de base ensuite pour faire des liens entre la plateforme IoT et puis le modèle 3D. Vous trouvez, par exemple, sur une maison, est-ce qu'on aura un exemple comme ça, justement de visualisation d'informations sur le bâtiment, je ne sais pas, peut-être sur une pompe à chaleur, par exemple, ou un dysfonctionnement pourrait se... Les exemples typiques, ça peut être des cas simplifiés, hein, mais ça va être tout ce qui est photovoltaïque, hein, par exemple, où tu as la consommation de la recharge de ta voiture, par exemple, en parallèle de la production solaire. Je pense que mes solutions, vous avez aussi un cas que tu peux peut-être illustrer. Oui, c'est ça, c'est ce slide-ci justement. Donc, c'est le suivi énergétique des choses qui nous paraissaient importantes pour notre bâtiment. Donc, c'est un bâtiment relativement récent. Donc, on a déjà pu le créer en prenant une base de capteurs ou justement des systèmes de chauffage qui permettent de la visualisation. Donc ici, oui, sur différentes choses, qu'on voit l'utilisation maintenant des bornes de recharge, qui utilisent les bornes de recharge, une gestion par rapport à ça. L'HVAC, qu'est-ce qui reste dans les cuves de récupération d'eau? Ici, on voit les capteurs de présence, ça permet de faire des alertes aussi au cas où si on lance l'alarme. Voilà, tout ça est visualisable. De nouveau,
pour ça, il faut faire au plus simple. Je veux dire, comme François l'a dit, si le bâtiment est déjà existant, il n'y a pas forcément besoin de tout remodéliser. Il existe des solutions, caméra 360, etc., photo 360. Ici, le but, c'est de rester simple. Donc, on peut faire de la visualisation en plan, pardon, mais ce plan peut tout à fait sortir d'un modèle 3D. C'est ça le but, d'avoir un modèle 3D qui vient tout centraliser. Et après, si on fait une utilisation en plan, c'est très bien. D'ailleurs, dans la construction, on sort toujours des plans pour exécuter les choses. Ces plans sont extraits du modèle BIM. Il faut réfléchir au plus simple pour l'utilisation de tout le monde. On voit pas mal de plateformes qui, quand on les voit, ont l'air compliquées à utiliser. Je pense qu'on est dans un air du temps où il faut rendre les choses faciles pour tout le monde, et surtout des gestionnaires de patrimoine et de bâtiments, dont c'est pas toujours le métier. Il y a des PME qui n'ont pas forcément un facility manager dont c'est le métier de base complet. Il y a des chargés de bâtiment, donc il faut que ça reste simple par rapport à tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme, que ce soit justement, imaginons c'est un bâtiment existant, d'avoir ces photos 360 qui ne nécessitent pas forcément une construction complète du bâtiment en 3D, avec ces informations de capteurs, ou d'avoir la solution la plus adaptée au type de bâtiment qu'on a sous la main, quoi. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a vraiment une énorme demande du marché. Nous, on le sent chez B-Solutions comme on est en bureau intégré, donc on peut faire l'architecture, stabilité, technique spéciale, enfin vraiment intégrer tout le bâtiment. À la fin, quand on rend le bâtiment au client, et c'est souvent des PME, on sent qu'ils ont cette volonté de pouvoir suivre sur une plateforme le suivi énergétique, le suivi de leur équipement, de leur patrimoine, etc. Et là, sur le marché actuellement, il n'y a pas forcément une solution qui sort du lot. Et je vais répéter, comme on est un peu en 2025, il y a différents aspects qui sont importants à voir pour ces plateformes qui sont développées. Donc, c'est pouvoir gérer ces équipements, comme je l'ai dit, pouvoir faire un suivi énergétique. Ça, c'est vraiment à la demande forte depuis que les énergies ont augmenté de prix. Si possible, avec une visualisation la plus friendly possible. Donc, que ce soit un modèle, des photos 360, etc. Et la demande, nous, qu'on voit sur le marché aussi, c'est de pouvoir faire une gestion de la maintenance par rapport à tout ça. Donc, pouvoir faire du ticketing, si justement on a des alertes, pouvoir faire du curatif, etc. C'est vraiment une demande forte. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de plateforme vraiment qui puisse satisfaire tout le marché, mais la demande du marché est vraiment, vraiment présente. En effet, si je peux peut-être rebondir, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a différents usages, et aujourd'hui, en fonction des usages, on va choisir plutôt une plateforme ou une autre. Il n'y a pas une plateforme qui fédère tout, ou alors on fait des liens entre les plateformes. Typiquement, l'exemple que je montrais tout à l'heure avec la photo 360, il y en a qui font des liens qui cliquables, ou quand on clique sur un système, on va sur une autre. Mais encore une fois, c'est beaucoup moins bien intégré et beaucoup moins facile que quand tout est intégré dans le même système. Et c'est un peu la même logique finalement qu'on a sur le BIM en termes de potentialité. Je veux dire, aujourd'hui, le BIM, il est optimisé, modélisation, éventuellement suivi de la construction. Pour la partie facility, etc., il y a quand même beaucoup de systèmes où on part dans de l'export avec des avantages et des inconvénients. L'export en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on vient exporter des données, puis les modifier, et ensuite on se retrouve à avoir des données qui ne sont pas cohérentes entre un modèle et un autre. Et donc ça, c'est aussi un des aspects qui doit être clarifié. C'est une fois que je passe de ma partie construction, design et construction à la partie opération, où va être ma donnée la plus sûre, comment elle va être maintenue, pour éviter d'avoir des grosses différences. Et alors le dernier aspect, évidemment, le choix d'un outil ou d'une plateforme va être différent en fonction de ce qu'on veut en faire. Si le but, c'est juste de visualiser des données, dans beaucoup de cas, un fond de plan, on l'a vu dans l'exemple avec les consommations des bornes de recharge, etc., c'est suffisant. Par contre, c'est vrai que si on veut commencer à planifier de la maintenance pour éventuellement demander une offre pour un technicien externe ou simplement le guider pour lui dire c'est cet équipement-là que tu dois aller voir, etc., là, la valeur ajoutée d'une visite 360 permet d'avoir quelqu'un qui peut préparer sa visite
il vient, il a un post-it, il sait directement que c'est cet élément-là et pas cet élément-là, et c'est exactement ce qu'il voit, et pas un plan qui est peut-être pas exactement la réalité, quoi. Et pour rebondir là-dessus, en fait, ce problème d'interopérabilité, c'est un challenge d'interopérabilité, il est aussi le même dans le monde de l'IoT, on l'a exploré. Aujourd'hui, il y a un foisonnement de technologies disponibles sur le terrain. Le challenge, c'est de pouvoir intégrer cette diversité et tirer le meilleur de cette diversité. Et effectivement, même en IoT, indépendamment le BIM comme plateforme, mais plus largement les applicatifs qui exploitent les données du bâtiment, qui exploitent les données du terrain, il y a de la diversité partout, dans les bases de données, dans les applicatifs, dans les protocoles d'échange de données. Donc, un moyen de contourner ça, enfin de pallier à ça, c'est passer par des standards, mais les standards, ils ont leur vitesse d'évolution et de standardisation. Parfois, ils sont un pas en retard par rapport à la réalité du terrain. Pareil pour l'IoT, donc il y a, face à une multitude de protocoles, il y a une évolution très rapide de certaines technologies qui sont très prometteuses. Hein, donc, en fait, on développe des technologies pour répondre à des problématiques du terrain. Par exemple, tout ce qui est développement d'équipements communicants sans fil, il vient pour répondre à un besoin de faire moins de câblage et d'entretenir moins de câblage. Maintenant, ça apporte son lot de challenges. Quid de la recharge, de l'économie de l'énergie, etc. Donc, il y a ce challenge-là qui est et qu'on adresse en fait à travers des projets de R&D. Travailler par exemple avec BS Solutions sur un projet qui s'adresse à cette problématique d'intégration de données techniques et des données de confort pour un meilleur pilotage du bâtiment. Pas uniquement sur base de la partie technique, mais en tenant compte de l'occupation du bâtiment, du confort des utilisateurs. Donc, ça c'est un point. Un deuxième challenge, c'est plutôt, on en a parlé, la sécurité de données. Dès qu'on commence à faire circuler des données entre plusieurs systèmes hétérogènes, il faut gérer ça. Il y a un troisième webinaire qui s'est intéressé à cette problématique. Et de plus en plus, en fait, si on a un besoin fixe, juste la visualisation qui n'évolue pas dans le temps, très bien. Et on est de plus en plus dans une démarche où on doit gérer l'évolutivité ou l'évolution du bâtiment dans le temps. On revient au cycle de vie. L'occupation du bâtiment évolue dans le temps. La santé, enfin l'état du bâtiment évolue en fonction des conditions et de l'usage. Et donc, il y a un intérêt et un challenge à gérer cette évolution, que les outils ne soient plus... les outils ne doivent pas être un frein à cette gestion dans le temps. Alors, et ça implique une gestion de la complexité technique. Donc, comme on a vu ici, c'est un modèle 3D avec une visualisation, c'est tout de suite intelligible, exploitable. Avoir des requêtes de base de données pour aller chercher l'information ou la tendance ou l'information qui ne marche pas, c'est dédié à des spécialistes. Donc, de plus en plus, cette intégration est à la vocation que les utilisateurs, dans leur diversité, que ce soit des techniciens, les utilisateurs, les occupants, puissent s'approprier cette information et l'exploiter pour, dans des buts d'optimisation opérationnelle et de confort, d'efficacité énergétique. Je pense que l'enjeu est vraiment là de trouver justement cette plateforme ou cette manière d'utiliser, de gérer son bâtiment user-friendly dont on parlait tout à l'heure, pour que les gens s'en occupent. Par exemple, on entend souvent des gens qui ne changent pas leur filtre sur des ventilations double flux. Enfin, je pense que l'enjeu est de savoir faire comprendre à quelqu'un que comme un témoin je ne sais plus si c'est toi qui disais ça, mais un témoin qui s'allume sur une voiture, c'est pour ne pas avoir à payer beaucoup plus par la suite. Et je pense que sur une maison, sur un bâtiment, on se retrouve dans la même situation de prendre les choses en main à temps pour changer les petites pièces nécessaires. Mais voilà, l'enjeu est vraiment de se dire de l'occupation du bâtiment et de savoir le temps qu'on va l'occuper pour se dire ça tombe, ce sera le problème des suivants. Enfin voilà, je pense que... Tout à fait. D'abord, disposer d'informations pour agir ou pour faire du décisionnel, mais de plus en plus, on va voir ça dans les perspectives. L'idée, c'est d'automatiser des choses sur base d'une personnalisation par rapport au bâtiment en soi. Donc,
avoir une règle générique qu'on applique à tout bâtiment, ça fonctionne pas très Oui, bien. oui, c'est sûr. Je pense que Arnaud, il a des illustrations assez parlantes sur le sujet. Oui, au j'ai niveau des juste slides. un petit rebondissement par rapport à ce qu'on parlait d'interopérabilité et cycle de vie, c'est que l'interopérabilité a été toujours un gros sujet aussi au niveau du BIM. Il y a une dizaine d'années, c'était parfois compliqué entre différents logiciels, etc., de communiquer. C'est toujours en constante évolution, mais aujourd'hui, on arrive vraiment à gérer tout ça et à faire des belles choses. Donc, j'ai bon espoir que ces plateformes évoluent également. Et par rapport au cycle de vie, la différence, c'est que dans le cas d'une plateforme qu'on va utiliser en conception ou en construction d'un bâtiment ou en logiciel, c'est que on va faire ce choix pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est déjà un grand bâtiment. Par contre, quand on va passer du côté de l'exploitation du bâtiment, quand on veut une plateforme ou un logiciel qui va faire ce suivi IoT, énergie, maintenance, etc., c'est un gros choix du côté du maître d'ouvrage parce qu'il est parti pour beaucoup plus d'années que ça avec ça. Et changer cette plateforme représente un coût financier, mais un coût aussi de temps d'implémentation. Et donc, ce choix est encore, en tant que maître d'ouvrage, plus compliqué à faire, surtout si on veut après, si on est gestionnaire de patrimoine, l'implémenter sur ces différents bâtiments. En maître d'ouvrage, par rapport à un logiciel de construction, on peut le convaincre relativement facilement. Sur une plateforme de maintenance suivi d'énergie, il faut vraiment, vraiment bien le convaincre. Et donc, c'est ça que le suivi et l'évolution de ces logiciels sont importants aujourd'hui. Si je peux réagir à ça, c'est quand on parlait d'interopérabilité, justement, entre tous les corps de métier, ça va toujours être quelque chose qui va poser, je pense, problème, en tout cas par le passé. Est-ce qu'il y a, à ton avis, une évolution dans le dialogue? En fait, au final, c'est de la communication qui est la base de tout de manière générale. Par exemple, ben voilà, si on a notre modèle en tant qu'architecte, il va passer peut-être sur des personnes qui utilisent AutoCAD ensuite. Donc, on disait tout à l'heure avec un changement d'information d'un côté, mais qui doivent être retraduites de l'autre. Je me demande justement comment ça se passe à niveau-là pour que ça s'améliore. Moi, je pense que dans les faits, c'est le temps et dans le sens que si je prends le cas du BIM, ça a d'abord été sur toute la phase d'études, donc architecte, ingénieur. Une fois que ça c'est devenu assez mature et que ça marchait bien, ben on s'est dit on va le continuer du côté vraiment exécution et chantier. Maintenant qu'aujourd'hui ça fonctionne bien, on s'intéresse de plus en plus à l'exploitation. On s'intéresse aussi parallèlement à tout ce qui est monde mécanique, donc pour pouvoir intégrer plus facilement dans le BIM tout ce qui est process, machinerie, etc. Ça commence à bien fonctionner. Et donc une fois qu'un domaine est mature, on va vouloir s'attaquer à ce qui touche autour. Et donc au niveau de l'exploitation, là ça commence pas mal au niveau du BIM parce que c'est une finalité. Hein, depuis des années, on parle de pouvoir gérer sa maintenance avec le BIM. Tout le monde n'y arrive pas encore. Et donc voilà, une fois qu'on est mature sur quelque chose, ben, ça s'agrandit. Et donc ici, je pense qu'on est dans les années où l'IoT vient vraiment se greffer, comme François le montre, hein, Buildwise est souvent précurseur sur des démonstrations comme ça, et on voit avec les exemples que ça commence. Donc il faut toujours laisser quelques années au marché pour utiliser ça. Le cas ici qu'on voit à l'écran, c'est justement en projet de développement qu'on a eu entre autres avec le CETIC, donc un projet de pôle qui avait pour but de créer un multicapteur. Donc ça aussi c'est un des sujets de l'IoT. Ici le but c'était d'avoir un capteur pour capter la température, le CO2, et dans ce cas-ci c'était particulièrement aussi tout ce qui est particules COV, donc particules qui peuvent avoir un danger pour la santé. Le but, c'était ici d'analyser où placer le capteur et où est-ce qu'il y a le plus de COV dans une pièce. Donc, ce projet qu'on a fait avec le CETIC, ici, c'était une analyse de fluide dynamique qu'on a fait dans notre bâtiment. Donc ici, pour notre bâtiment chez B-Solutions, on a le jumeau numérique. On a passé pas mal de temps dessus parce qu'ici, vous voyez au-dessus à droite une bouche, par exemple, de ventilation. C'est une bouche qu'on a récupérée du fabricant, donc qui est modélisée très exactement. Parce que pour faire la simulation de fluide, vous imaginez bien que d'une bouche à l'autre, la dispersion du flux va être différente.
Donc ici, on avait analysé ça, et aussi pour comprendre les données qu'on reçoit. Donc si je place un capteur dans un coin d'une pièce, près de la bouche, sur une armoire, ben, pourquoi on a des résultats différents dans la même pièce finalement? Et donc ça, le modèle BIM était vraiment un input pour l'IoT, pour pouvoir tirer des conclusions et comprendre ce qu'on capte. Et visuellement ici, de nouveau, si on n'avait pas le modèle 3D, comprendre une complexité comme ça, c'est pertinent justement de ce capteur-là, de savoir s'il a son utilité, enfin, de voir que les données diffèrent justement en fonction des endroits où il se place. Je pense que le modèle 3D là le montre clairement. Enfin, on voit les flux. Pour clarifier peut-être, parce qu'il y a des illustrations qu'on a mises avant où on utilisait le modèle BIM comme base pour visualiser des capteurs déjà placés. Là, on est à une autre phase, hein, où c'est plutôt, on utilise le modèle BIM pour faire une analyse en amont, pour les placer, ou pour connaître le meilleur endroit, ou pour comprendre des données en fonction du placement, pourquoi elles ont telle valeur ou telle valeur. Oui. Voilà. Effectivement, ici, c'est un peu le chemin inverse. Dans le premier exemple, c'était les données IoT visualisées ou intégrées dans un modèle BIM. Je pense que tu vas montrer aussi l'exploitation des données IoT dans un modèle BIM. Et dans cet exemple-là, c'est plutôt la simulation qui va nous donner une idée où placer les capteurs, parce que probablement, si on utilise des capteurs à des endroits bien déterminés pour piloter des installations et qui sont mal placés, tout le pilotage serait un peu moins pertinent ou moins efficace. Et alors, le but final, même si on va encore plus loin, et c'était le but du projet ici, c'est que le capteur ne donne pas seulement une alerte. Par exemple, pendant le Covid, on a souvent vu des détecteurs CO2 dans les pièces parce que ça pouvait se diffuser plus facilement le virus si on était au-dessus d'une valeur. Ben, on a tous vu ces capteurs dans des salles de réunion, etc. Et souvent, on explosait la limite. Ben, c'était bien, on avait un capteur, il nous dit qu'on explose la limite, on est en pleine réunion, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait rien en fait, on ouvre une fenêtre au mieux, la porte, si on est concentré, on fait rien. Ici, le but du capteur aussi, c'est d'interagir avec les installations. Donc, si justement une limite est dépassée, le système de ventilation se met automatiquement en route. Donc, ça, c'est encore une couche plus loin, c'est l'interaction, l'aller-retour et l'interaction dans les faits de ces données captées. On a essayé d'explorer ça dans une certaine limite dans le cadre du projet où on mettait un monitoring complémentaire, donc des IoT en plus de ce qu'il y a comme installation, et on essayait de développer une sorte d'interaction qui va aller pas reprogrammer le système de pilotage, mais agir probablement sur des paramètres à un moment donné, un peu comme un thermostat préprogrammé, mais qui agit de manière dynamique. Donc, en fait, ici, c'est l'aspect enrichissement IoT jumeau numérique qui rend le jumeau numérique dynamique, en fait, dans une certaine mesure. Ce n'est pas juste une simulation one-shot de certaines conditions. Et ça, je pense que si on y arrive, on pourrait aussi citer l'intelligence artificielle, parce que si on a des données de capteurs de présence, de température, etc., ben, on pourrait lier tout ça en fonction de la température dehors, les jours de congé, le week-end, etc. Et que cette gestion soit automatisée en fonction de ce qui est capté et de ce qui se passe dans la réalité. Tout à fait. L'intelligence artificielle, ou en tout cas un traitement avancé, intelligent sur les données, peut, par exemple, de manière concrète, au lieu d'exploiter les données brutes, on exploite des données composites à haute valeur. Donc, par exemple, si on sait, à partir des données historiques, estimer l'inertie thermique, là, par exemple, d'un local, on peut mieux piloter le bâtiment, ce qui est une information dérivée et qui n'est pas facile à estimer. Et le site, en général, on n'en tient pas compte, en fait. On tient d'ABAC ou de choses comme ça qui vont dire à telle température, on fait ça, mais ça peut optimiser encore plus loin le pilotage. Maintenant, il faut mettre au point la bonne IA qui fournit l'information. Qui fournit les tendances, par exemple, de lieux, d'hygrométrie. Enfin, je pense qu'un bâtiment, avant tout, il s'intègre dans un espace donné. Donc, si on peut avoir les données justement de ce lieu qui dit, voilà, sur une moyenne de toutes les années, ben, adapter ce bâtiment-là, pas comme tu disais tantôt, voilà, il ne faut pas prendre un bâtiment et lui appliquer une règle d'office.
le fait d'accumuler, donc on a parlé de l'IoT comme données plutôt temps réel, on voit ce qui se passe à l'instant, mais au fil du temps, on accumule des données et on peut faire des analyses de plus en plus pertinentes, notamment si on sait mettre ça vis-à-vis de mesures qui étaient faites sur le terrain. On a exploré ça, par exemple, dans notre bâtiment pendant le Covid, Covid et post-Covid, l'occupation du bâtiment. Comme on monitore tout au niveau du bâtiment, on a des informations assez pertinentes sur les bons réglages à faire en cas de et même pour organiser le télétravail de manière plus efficace, ou organiser le pilotage du bâtiment en fonction des personnes présentes plutôt que de le faire à l'aveugle. C'est vrai que grâce à ça, vous avez eu les 2 exemples d'un bâtiment monitoré avec 100 personnes, mais qui continue à fonctionner, et un bâtiment qui est et ça peut être assez simple en fait. On a mis, c'est pas encore automatisé par l'IA, mais ça a permis de tuner des réglages et de faire des économies. Je pense que vous l'avez mentionné, l'ordre de 20 à 25% d'économie de consommation sur la pompe à chaleur qui fonctionne au gaz. C'est ça ici. On va déjà loin dans la réflexion, mais je pense que si on prend au sens large le secteur de la construction en Belgique, quand on voit le nombre de bâtiments, principalement des bâtiments aussi où les gens travaillent, je pense que si on captait et faisait un meilleur monitoring et gestion énergétique de tous ces bâtiments, je pense qu'on pourrait vraiment économiser des énergies astronomiques. Et quand on voit les coûts des énergies, c'est ça qui est fort intéressant en ce moment. Et donc déjà, travailler sur la base, c'est très intéressant. Sur l'énergie, le chauffage, l'électricité, tous ces points-là, je pense que... Il y a même un enjeu de confort, quoi, genre, au niveau d'un bâtiment, on va dire, au-delà de l'aspect économique et écologique, je veux dire, la vie dans un bâtiment, enfin, cet aspect-là, justement, amène un confort aux utilisateurs de ce bâtiment-là. Je ne sais pas si... Oui, mais donc ça c'est évidemment l'enjeu. Et alors là, il y a 2 approches, et ça fera une transition par rapport au point suivant. On peut faire des automatisations, 100% automatiques, dès qu'il y a un niveau de CO2 trop élevé, on augmente la vitesse de la ventilation, par exemple. Puis parfois, on peut donner des informations à l'utilisateur qui va pouvoir réagir, et on se rend compte que dans certains cas, tout automatisé, ça peut aussi avoir ses limites parce qu'il y a un aspect humain, où j'ai envie d'ouvrir ma fenêtre et pas de mettre la clim ou des choses comme ça. Et donc, si on vient sur d'autres types d'usages, par exemple, le prochain slide illustre un cas sur l'utilisation de thermocouples, donc de capteurs de température pour faire le suivi de séchage, si on veut, d'une dalle en béton. L'enjeu, c'est quoi? C'est que on a appris à l'école, un béton, il faut 28 jours, et puis on décoffrait. Alors, scientifiquement, c'est même pas complètement correct, c'est une sorte de règle pratique. La réalité, c'est qu'on coule la dalle dehors. En Belgique, le taux d'humidité, les températures varient, donc le temps de séchage, il varie. Ensuite, le béton, il y a plusieurs recettes, et sortes de béton, et en fonction de sa recette, il va maturer de manière différenciée. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre un thermocouple, donc c'est un capteur de température à l'intérieur de la dalle. Celui-là, il sera perdu. Et puis, on lui met un boîtier, la partie, on va dire, intelligente, la partie avec le plus d'électronique, elle est évidemment réutilisable. Et sur base de cette valeur de température, on va pouvoir déduire en fait la résistance du béton à un moment T, ce qui va permettre de mieux planifier le décoffrage. Donc là, évidemment, ce n'est pas une machine qui décoffre, c'est des vraies personnes qui doivent se déplacer sur un chantier. Et donc l'enjeu, c'est quoi? J'ai plusieurs chantiers en parallèle. Parfois, je loue les systèmes de coffrage ou autres. Je veux pouvoir décoffrer plus tôt, d'un côté, et d'un autre côté, je ne veux pas non plus envoyer une équipe qui va se rendre compte sur place qu'on ne peut pas décoffrer. Ou je ne veux pas décoffrer trop tôt, et finalement, ma dalle, elle ne va pas résister quand je vais l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Et donc là, voilà, ce type de capteurs peuvent être utilisés pour ce genre d'usage. Après, il y a un arbitrage à faire qui est évident. C'est la valeur ajoutée de ce que le capteur offre versus les ressources qui sont mobilisées. Comme je l'ai dit, il y a une partie qui est perdue dans la dalle. Dans certains cas, c'est pertinent. Dans certains cas, ça l'est moins. Donc ça, voilà, c'est des arbitrages également à faire. La technologie permet beaucoup de choses, mais il faut voir les valeurs ajoutées. Récupérables, les capteurs sont des thermocouples qui sont a priori
d'IoT bon marché. Oui. Donc en effet, c'est déjà arbitré d'une certaine façon, parce que le boîtier intelligent, lui, il est réutilisable, mais on pourrait toujours dire que finalement, on laisse des matériaux au sein de la dalle qui n'étaient pas. Donc voilà, en termes de masse, c'est faible, hein, mais il y a quand même un enjeu de rajouter des capteurs. Donc c'est aussi le jeu, pour moi, c'est la même chose sur toutes les technologies. Le BIM, c'est la même chose. Il y a toujours un choix. En fonction de ce qu'on veut faire, on va identifier les outils qu'on va utiliser, à quel point c'est pertinent ou pas, et tout comme c'est peut-être idiot d'avoir un modèle BIM qui va aller jusqu'à modéliser la serrure des toilettes, si finalement on va juste l'utiliser pour générer des plans, les plans incendie par exemple, bah, avoir plein de capteurs IoT qui envoient des données toutes les 10 millièmes de seconde si on n'en fait rien, voilà, c'est un peu ce jeu à trouver, quoi. C'est comme pour tout, hein, par rapport aux besoins, au final, on comprend la solution qui est nécessaire, quoi. Et par exemple, tu as une idée d'un temps de séchage qui aurait été plus rapide ou je ne sais pas si tu as un exemple en tête comme ça. Mais dans ce cas-là, oui. Hein. Donc là, on n'est pas dans les 28 jours. On prend la date minimum qui correspond aux besoins. Alors, on parlait des valeurs ajoutées de l'IA tout à l'heure. Un autre exemple, ici, on doit encore en fait couler à côté un petit cube qui nous sert d'échantillon sur lequel on va faire des essais. Okay, ouais. Et c'est cet échantillon qui nous permet d'avoir la base pour faire le lien entre la température et la résistance du béton. Si on agrège suffisamment de données, à terme, on pourrait imaginer qu'on aurait des systèmes où on pourrait directement prédire ces valeurs-là sans faire un test. Donc oui, donc ce projet, c'est un projet qui a été référencé. Il y a une vidéo YouTube à ce sujet sur le site de Buildwise. Voilà, c'est un projet qui a été vraiment... C'est pas un projet de recherche, quoi. C'est un test sur chantier. Justement, ça c'était la vidéo que tu voulais montrer. C'est pas celle-là, en l'occurrence, c'est pas celle-là que moi j'ai mise. Ah oui, ok. Je ne l'ai pas mise dans les slides, cette vidéo-là, donc si besoin, je peux partager. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant de surtout avoir cette dimension de on utilise une technologie, mais à partir du moment où on a réfléchi à l'utilisation qu'on en fera et de savoir si la perte justement de cette technologie vaut la peine, enfin, au niveau de la rentabilité, des coûts. Je pense que ça, c'est une question importante. Tu avais un deuxième exemple sur les matériaux biosourcés. Donc, si on va dans l'aspect de l'IoT. Si on va dans l'aspect cycle de vie ou autre, bon, là c'est une vidéo, on n'est pas obligé de la passer. En gros, c'est quoi? Il y a une fuite d'eau chez quelqu'un qui a déjà vécu un dégât des eaux. Il y a de l'eau qui coule au plafond ou à travers le mur, évidemment. On se dit, mais tiens, c'est quoi? Ça va créer des problèmes à la fois pour l'électricité, ou ça va créer des problèmes de moisissure, etc. Et si on va dans le slide suivant, c'est d'autant plus un problème, ou en tout cas un point d'attention avec des nouvelles manières de construire. Puisque quand on construit avec des matériaux biosourcés, par exemple, il faut d'autant plus faire attention à l'humidité. Parce que l'humidité, ça peut entraîner des pourrissements. Et donc, l'idée, c'est de traiter le plus vite possible. Si quelqu'un a déjà eu un souci dans sa salle de bain avec une fuite d'eau sous la baignoire ou sous le bac de douche, évidemment, quand on s'en rend compte X années après et que le parquet ou que la structure en bois est complètement pourrie, il faut tout casser. Bah, ça engendre des coûts, etc. Si on pouvait directement, dès qu'il y avait la moindre goutte, s'en rendre compte, c'est une valeur ajoutée. Et donc, il y a des exemples. Ici, c'est un système Mobic, c'est une entreprise qui est bien connue en Wallonie. Ils ont un outil qui s'appelle Vigimob, qui permet de faire un contrôle des infiltrations d'eau dans les murs des caissons. Donc ça permet à la fois de faire du monitoring de ce qui est construit. Je suppose que ça pourrait aussi les aider éventuellement à améliorer leurs produits et leurs détails techniques, puisqu'en fait, ça veut dire qu'il y a plein d'endroits en Wallonie où on peut capter des informations et, par exemple, améliorer le produit ou les données techniques. Et si on va au slide suivant, ça, c'est évidemment, ce qu'on évite, c'est ça, c'est d'avoir des travaux en plus. Et le parallèle avec l'IA, ce serait, tiens, aujourd'hui, j'ai un problème, directement, quelqu'un vient
vient le réparer, les patch boys, comme on a mis dans l'image juste ici. Et pourquoi ils viennent réparer? Parce que, ça c'est le slide suivant, j'ai un capteur qui a envoyé une notification, j'ai détecté une fuite d'eau, est-ce que je dois automatiquement fermer l'arrivée d'eau? Et puis ensuite, le message suivant, c'est au fait, j'ai envoyé les patch boys, ils l'ont réparé. Bon, c'est un peu théorique et c'est un peu simplifié, hein, mais l'enjeu, c'est celui-là. On peut faire du préventif. Et ça, c'est l'exemple que tu mentionnais tout à l'heure, que j'avais mentionné dans le problème à la source. Un autre événement. C'est la voiture qui se démarre, qu'on démarre le matin, où il y a un petit voyant rouge qui s'allume. L'idée, c'est de pouvoir réparer cette voiture quand c'est une petite réparation avant que le moteur explose. Et là, c'est les 3 pistes. Hein. Donc, c'est l'amélioration continue du produit, faire de l'entretien préventif. Et puis, le dernier enjeu qu'on n'a pas trop touché ici, c'est l'enjeu suivi des matériaux réemploi. Pour réemployer un matériau, il faut que je sois certain qu'il a une vie qualitative. Je ne vais pas réutiliser un matériau qui a pris l'humidité ou qui a été soumis à un stress énorme. Le réemploi, il y a un aspect technique, il y a aussi un aspect lié aux assurances. Par exemple, je dois valider la conformité aux normes ou la qualité des équipements. Et donc, avoir des capteurs qui ont suivi la vie de cet élément, ça va augmenter la confiance que j'ai en ce matériau et donc faciliter le réemploi. C'est un peu comme un CarPass, on va dire, de la maison, avec justement des données très fiables de ce matériau-là et de son évolution dans le temps, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est exactement la même chose. Quand j'achète une voiture, je veux savoir si le compteur a été trafiqué, s'il y a eu un accident avant. Voilà. Et après, je peux faire un choix conscient de je le prends ou pas, en fonction du prix et de ce que le matériau a vécu. Je propose qu'on passe peut-être cet exemple-ci. Très rapidement, voilà, ça se fait aussi sur des ponts et on parlait le placement des capteurs. Donc ici, c'est un pont au-dessus d'une autoroute et on a placé énormément de capteurs pour vérifier s'il y avait des placements différenciés. Et là, encore une fois, on peut faire un scan drone ou avec un système laser. C'est les images qu'on voit en bas à gauche. Ça permet à droite de reconstituer un modèle 3D et puis ensuite, on va placer les capteurs sur le modèle 3D. Et ça permet aussi d'identifier plus facilement tous ces capteurs qu'on vous voyez ici, ils s'appellent F1, F2, D1, D2. Évidemment, avoir un tableau de données avec juste ces capteurs, ce n'est pas toujours explicite. Par contre, voir le capteur sur le pont et voir que celui-là a dépassé une valeur, ça permet tout de suite de faire le lien. Voilà, donc ça, c'est l'illustration des capteurs sur le pont, sur le modèle, avec les informations visuelles. Tout à fait. Peut-être doucement arriver vers les perspectives, en fait. Pour moi, on est en train d'évoluer, l'IoT est en train d'évoluer vers plus de robotisation ces derniers temps, donc l'IoT mobile. Et donc, c'est tout à fait pertinent dans le cadre de la construction. Donc, on utilise déjà aujourd'hui des drones, des chiens robots pour le contrôle des installations, ce genre de choses. L'apport, donc, c'est encore des nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, mais qui apportent son lot de complexité, puisqu'il y a des données encore plus massives à gérer, des données 3D, des nuages de points, des données vidéo, qu'il faudra plus ou moins traiter et exploiter dans le cadre des applicatifs, dont le BIM fait partie. Tu avais probablement là quelques exemples d'usage de drones à ce sujet. Oui, mais donc, c'est un monde à part entière, le monde de la captation du drone, du scanning. Mais en effet, comme avec les caméras 360, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, avec des drones, on prend énormément de photos, on peut faire une reconstitution 3D. Et on peut aussi connecter ça et vérifier, par exemple, la planéité, s'il y a un décalage. Et donc, on peut aussi mettre en parallèle des infos qui viendraient de capteurs et les drones. Ça, c'est ou du thermique. Et donc, ça, c'est un premier point pour l'aspect diagnostic, parfois. Ou, par exemple, je détectais une fuite sur une toiture, quelque part. C'est en hiver, je prends une caméra thermique et je vois tout de suite les traînées d'eau en toiture. Et le point qu'on voit ici dans l'illustration, c'est tout l'enjeu finalement
C'est pas l'IoT directement, mais c'est les nouveaux types de capteurs, on va dire. Et avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, des capteurs vidéo, c'est une source d'information énorme, d'autant plus sur un chantier où il se passe beaucoup de choses. C'est pas comme une chaîne de fabrication où c'est un lieu fixe où on peut mettre des capteurs partout. A priori, le monde évolue. Enfin, le chantier évolue, et donc avoir des flux vidéo qui permettent de ensuite reconnaître, ça peut être des livraisons de camions, ça peut être des différentes activités sur site, ça peut être la chute d'une personne qui ne se relève pas. Ouais. Tout ça, c'est un potentiel. Et après, le jeu, c'est éventuellement de connecter ces données prises sur le terrain avec, par exemple, le modèle BIM pour identifier la tâche qui est exécutée. On est en train de couler la dalle de tel système et éventuellement faire du suivi d'état d'avancement, éventuellement de la modification de planning. Enfin, là, on rentre dans l'optimisation. Quasiment en direct, quoi. Je pense justement de cette idée cette notion aussi de comparer toutes ces données qui sont très utiles, hein, comme on le voit sur l'exemple. Si on peut suivre le chantier entre guillemets en temps réel, on n'a pas, il y a une certaine importance à ces données-là. Et ce que disait Lotfi tout à l'heure, c'est de comparer justement le poids de ces données, de savoir comment on les traite par rapport à ce que ça nous apporte. Donc encore une fois, on est dans un équilibre de ce dont on a besoin par rapport à ce qui... Ça renvoie à un deuxième challenge qui est la gestion des compétences autour de ce domaine, où il y a intérêt à plus de collaboration entre les spécialistes IT, IoT et les spécialistes construction, parce qu'on voit qu'il y a du potentiel, mais c'est une agrégation de différentes compétences qui doivent travailler ensemble de manière plus efficace. Ouais. Donc, un spécialiste dans le domaine de la donnée, il y a tout un tas de techniques pour nettoyer les données, les classer, en garder la donnée utile. On arrive tout doucement à la fin. Je vais laisser la parole à Simon, justement, pour tous ces projets. Je pense que cette discussion nous donnait envie de projet. Oui, voilà, merci. Oui, effectivement, je pense que c'est peut-être un peu trop court comme format, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on arrive à la fin. Donc, si vous voulez rentrer en contact avec un expert numérique pour développer un projet de digitalisation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, nous, l'Infopôle, ou les autres partenaires du projet Construction du futur et aussi du projet EDIH Connect. Donc, nous, on est là pour vous mettre en contact justement avec ces prestataires numériques et pour répondre au mieux à vos besoins. Et donc, pour ça, vous pouvez scanner ce QR code ou faire directement une demande à l'Infopôle, ou alors vous pouvez aussi, bien sûr, contacter les personnes qui sont aussi ici autour de la table. Et donc voilà, Laurie, je pense que tu peux faire un petit mot de conclusion. Un petit mot de conclusion. Donc, déjà, merci à tous d'être venus aujourd'hui, parce que je pense que c'était intéressant d'avoir aussi ce format un peu d'échange, parce que je pense qu'on a des personnes qui s'y connaissent grandement sur le futur de la construction et ses limites aussi, hein, parce qu'on est là pour en discuter. Donc, merci à tous. Merci à vous d'avoir suivi ces webinaires. Donc, ça a été un plaisir de les organiser, de discuter autour de ces thématiques de l'IoT. Et voilà, on se reverra sûrement dans une prochaine thématique. N'hésitez pas, si vous avez des thématiques qui vous intéressent, à nous les faire parvenir pour qu'on en discute et qu'on voit s'il y a des choses qui peuvent servir le métier. Je pense que c'est toujours intéressant d'en discuter. Donc voilà. Merci à tous et on se dit à la prochaine. Au revoir. Merci.